en plus je dois être filmé, quoi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux au Lyon Jug. Ce soir, donc, nous avons une soirée, les carrières longues pour les développeurs. Une soirée longue. Une soirée longue, une soirée, ouais. Merci à Stéphane d'être venu. Merci à nos sponsors, donc Zenica pour nous prêter ses locaux, nous filmer, tout ça. Merci à IntelliJ de nous fournir des licences. On va essayer de faire un... Ah, super. On va faire une tombola, et souvent on oublie après, donc mais Thomas est organisé après. Qu'est-ce qu'on disait? Alors, les événements à venir. Alors, c'est pas moi qui fais ce slide, donc je suis pas super au courant. Demain, il y a une soirée, un meet-up Rust, avec des sujets comme choisir Rust et puis des serveurs web. La semaine prochaine, il y a un meet-up Human Talk, donc là, c'est des sujets un peu plus libres, un peu plus surprises. Et dans un mois, nous avons une conférence à Lyon pour les craftman, pour les crafteux, qui s'appelle Xcraft. Voilà. Le Lyon Jug, alors la prochaine session, elle n'est pas encore planifiée, donc je ne sais pas trop ce qu'il y aura. Si vous avez des choses, si vous avez envie de parler de quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous aviez envie d'entendre quelque chose, c'est pareil, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez vu une super presse dans une conférence et que vous avez envie de la revoir ou de la faire partager à vos collègues, bon, on peut essayer de faire venir le speaker, donc pareil, dites-le nous. Là, il y a tous les contacts, divers et variés. C'est pas encore officiel, mais on est sur Conference Hall. Si jamais vous avez un tour, vous pouvez chez nous. Oui. Et vous êtes déjà sur Conference Hall. Et puis voilà, bienvenue Stéphane, et puis à toi. Merci. Voilà, donc merci d'être venu. On va parler de carrière longue pour développeurs. Alors avant de commencer, qui imagine coder jusqu'à la retraite? Ouais, pas mal. Ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on va parler. Moi, je m'appelle Stephen Kate. Je suis Senior Principal Software Engineer chez Red Hat. Je travaille sur un projet qui s'appelle Submariner, qui sert à connecter des clusters Kubernetes, et je suis core committer là-dessus. Je suis aussi impliqué dans le SIG multicluster Kubernetes. Si vous connaissez un peu le fonctionnement de Kubernetes comme organisation, en fait, tout se décide, toutes les évolutions de la plateforme se discutent dans des groupes d'intérêt, et donc il y en a un pour le multicluster. Je suis aussi développeur Debian, et puis à Lyon, je suis connu comme le créateur d'Algocé. Alors, je vais quand même parler un peu de mes biais parce qu'on va toucher des sujets peut-être un peu compliqués pour certains. Donc déjà, à la base, je suis privilégié, c'est-à-dire que je suis un homme blanc, comme quand même la plupart d'entre vous, bizarrement en informatique. Hein. Mais il y a j'ai d'autres privilèges, d'autres choses qui m'ont aidé dans ma carrière et qui ne sont pas de mon fait. Donc, je suis un native English speaker, ce qui aide beaucoup en informatique. Et il y a d'autres trucs moins évidents. Donc, par exemple, il paraît que j'ai une voix qui passe bien en audioconf. Et donc, quand on travaille en remote avec des gens, tout le temps à distance, ça change la donne aussi. L'autre biais, bien sûr, c'est que je travaille chez Red Hat. Ce n'est pas une entreprise forcément typique de ce qu'on trouve comme entreprise informatique en France. Ce n'est pas non plus une entreprise typique des grosses entreprises informatiques mondiales, notamment parce qu'on travaille toujours dans l'open source, et donc on a toujours deux casquettes. Il y a la casquette en tant qu'ingénieur, casquette dans la communauté, et la casquette chez Red Hat. Et le dernier biais, c'est que j'ai réussi, ou plutôt j'ai eu de la chance. Donc moi, je vous parle du point de vue d'un ingénieur assez senior dans une assez grosse boîte. Et il y a beaucoup de choses, en fait, c'est parce que j'étais là au bon moment, j'ai eu le bon manager, j'étais sur le bon projet, etc. Alors, l'idée de faire cette présentation, ça fait un moment que j'y pense, et c'est surtout une présentation que j'ai vue à Devoxx, mais qui a été donnée ici aussi en juin 2022 par Hugo Lassiège et Dimitri Bailly, développeurs ou développeuses seniors avec 6 ans d'expérience et après. Donc, il parlait du parcours de carrière qu'on peut avoir en restant développeur et en devenant vraiment développeur senior. Je vais en faire un petit résumé. Donc, les modèles de parcours qu'eux montraient, c'était ça surtout. Donc, vous êtes ingénieur senior, comme on dit maintenant, à partir de genre 6 ans d'expérience.
Et qu'est-ce qui peut arriver après? En France, on a classiquement plutôt la voie de droite. On devient manager. Et ensuite, si on réussit bien, on devient, enfin, dans une boîte qui est assez grosse pour avoir des étages au-dessus, on devient directeur, vice-président, senior vice-président, ce qui est un peu bizarre au niveau terminologie, parce qu'on oublie un peu ce que veut dire le vice, mais bon, c'est pas grave. Et eux, ils présentaient ce qu'ils appellent le parcours plutôt du staff engineer, donc à gauche, où on devient un ingénieur un peu différent. Et là, il y a donc les étapes qu'eux donnaient, c'était staff engineer, principal engineer, distinguished engineer ou fellow. Et ensuite, donc la cible à droite, c'est de devenir PDG ou une fonction dans ce style-là. La cible à gauche, c'est de devenir CTO dans une grosse boîte où ça veut dire quelque chose de différent d'ingénieur senior ou manager technique. Et l'élément clé qu'il relevait et qui colle aussi avec ce que j'ai vécu, c'est l'impact, pas du tout l'expertise. Et donc, il montrait un graphique avec le salaire qui est lié à l'impact. L'impact, c'est ce que vous faites qui change la donne pour l'entreprise où vous travaillez. Donc, en gros, au final, c'est en termes de sous, hein, c'est ce que vous faites qui augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et en pratique, c'est une concrétisation de l'expertise, c'est-à-dire que vous devez être expert dans un domaine, mais ça ne suffit pas, il faut être expert et en plus avoir de l'impact pour pouvoir avancer sur ce genre de parcours de carrière. Et on a un impact qui a une portée croissante avec la seniorité. Donc, quand on est débutant ingénieur, c'est déjà bien si on arrive à avoir de l'impact sur soi-même, à s'améliorer soi-même. Ensuite, on passe l'étape, on devient un peu ingénieur senior, donc 6 ans d'expérience. Là, normalement, on doit avoir un peu un impact sur notre équipe, même si on n'a pas forcément encore une grosse... on ne laisse pas une grosse empreinte, hein, mais on améliore la façon de travailler de son équipe. Et quand on passe les paliers au-dessus, où les gens disent c'est vraiment l'équipe de un tel, ça veut dire qu'on a eu un plus gros impact sur l'équipe. Après, on va avoir un impact sur son organisation, sur sa BU et au final sur l'entreprise en entier, et même au-delà, sur l'industrie, sur les communautés dans lesquelles on travaille. Et pour mettre ça en place, donc Hugo et Dimitri parlaient d'une boucle d'impact, même de 2 boucles d'impact, où on va itérer en fait les choses. D'abord, écouter les utilisateurs pour déterminer leurs besoins, ce qui va aider l'entreprise à mieux vendre au final. On mesure la correspondance des produits ou des projets avec ce que veulent vraiment les utilisateurs, mais aussi essayer de déterminer ce que veulent les utilisateurs, ce dont les utilisateurs ont vraiment besoin, au-delà de ce qu'ils disent vouloir. Avec tout ça, on définit de nouveaux objectifs et ensuite, on aligne les équipes sur ces objectifs. Et c'est là qu'on change un peu de pratique par rapport à juste de l'ingénierie. On répète tout ça au fur et à mesure avec un scope toujours de plus en plus large. L'autre façon de représenter les choses, c'est que on commence par identifier des problèmes. Et là, ça va être plus général. C'est peut-être pas forcément des problèmes qu'ont nos utilisateurs existants, mais on peut regarder les problèmes qu'ont les utilisateurs potentiels, ceux à qui on aimerait vendre, qu'on ne vend pas encore. Merci. Ou alors aussi, juste les problèmes qu'on a nous, en tant qu'ingénieur. Donc, ça pourrait être des problèmes de CI/CD, par exemple, ou alors comment est-ce qu'on gère les dépendances, tout ce genre de trucs-là. Ou aussi regarder un peu ce qui se fait en termes de recherche ou les grandes évolutions des écosystèmes sur lesquels on travaille et voir les problèmes qu'il y a là. Ensuite, deuxième étape, c'est de trouver des solutions à ces problèmes, d'étudier leur faisabilité. Et si c'est intéressant, si les ressources dont on dispose permettent de s'y attaquer, on peut ensuite accompagner leur mise en place, sécuriser, fiabiliser, etc. Et ensuite, on répète encore. Un grand point de la présentation de Hugo et Dimitri, c'était aussi de distinguer le leadership et le management. Donc, quand on est développeur senior, on doit être leader, mais ce n'est pas du tout la même chose que du management, j'y reviendrai. Et on travaille vraiment en binôme avec son manager. Et l'autre point clé aussi dans le leadership, c'est de toujours penser en termes de nous, pas eux, et le nous devient de plus en plus large
plus on est senior. Alors, qu'est-ce que ça donne chez Red Hat? Donc là, je présente mon contexte, ce n'est pas forcément de la pub, ce n'est pas pour dire que Red Hat, c'est l'entreprise parfaite, s'il n'y en a pas. Mais c'est juste pour que moi, je puisse parler de mon contexte et que vous compreniez ce dont je parle. Donc, à Red Hat, les plans de carrière, c'est un peu différent de ce qu'ont présenté Hugo et Dimitri, mais ça a quand même globalement la même tête. Donc, on commence en bas quand on est ingénieur déjà confirmé. Et ensuite, il y a quand même d'autres étapes. Donc, Principal Software Engineer et ensuite Senior Principal Software Engineer. Et à n'importe quel moment, on peut basculer sur la branche management. Alors, si on a l'envie et les affinités, et on devient Associate Manager, donc c'est manager débutant, ensuite manager senior, manager senior, et ensuite directeur senior, et puis vice-président, et ainsi de suite. Et vous voyez, quand on part vers manager, on est toujours manager débutant, en tout cas quand on part d'un poste d'ingénieur classique, mais c'est quand même toujours aussi une promotion, et ça se gère comme un dossier de promotion. Moi, je suis en train de bosser sur un dossier comme ça pour quelqu'un d'autre en ce moment. Et donc, en fait, à chaque étape, chaque flèche là, c'est une promotion avec des dossiers de plus en plus compliqués au fur et à mesure qu'on monte. Et donc, il y a des tableaux qui donnent les compétences exigées à chaque étape. Et il faut remplir ces tableaux en donnant des exemples concrets à chaque fois et des références. Et recueillir tout ça, ça peut prendre pas mal de temps. À gauche, c'est la branche qui nous intéresse où on est Senior Principal Software Engineer et on part Distinguished Engineer, Senior Distinguished Engineer. Une fois qu'on a atteint ce genre de niveau là-haut, on peut encore aussi passer sur la voie management, mais on ne devient pas manager débutant, normalement. On bascule plutôt au niveau director directement. Et j'ai mis des flèches à deux têtes parce qu'en fait, il y a des gens qui font des allers-retours. On a un senior director en particulier qui porte les deux chapeaux à tour de rôle. Par contre, il y a un truc qui est essentiel et qu'on essaie toujours d'appliquer. Alors, il y a certaines équipes qui ne le font pas trop, qui essaient de contourner, mais ça se passe toujours très mal. C'est qu'on est soit dans une branche, soit dans l'autre à un moment donné. Et en fait, on ne peut jamais être un bon manager et un bon ingénieur en même temps parce que les casquettes sont trop différentes. Donc, on évite ça. Juste pour vous donner un ordre d'idée, mon exemple personnel, c'est que j'ai été embauché chez Red Hat en 2015. J'ai été promu Principal en 2017 et Senior Principal en 2021. Et ça, c'est un rythme… le passage à Principal, c'était plutôt un ajustement post-embauche. Mais ensuite, 4-5 ans, c'est le rythme assez classique pour les promotions. Ce n'est pas une obligation, ça peut être plus long. Et moi, j'y reviendrai, mais il n'y a rien qui vous oblige non plus à monter les échelons. Donc, il y a des gens qui vont jusqu'à la retraite en restant Senior Software Engineer ou Principal et qui sont très contents. Ils ont des augmentations quand même régulièrement jusqu'à leur retraite. Et ça se passe plutôt pas mal. Bon, alors par contre, comme je disais au début, il y a pas mal de chance dans tout ce genre de trucs-là. Donc, il y a aussi des gens qui se retrouvent coincés à l'étage senior ou principal, qui aimeraient monter, qui ont les compétences pour monter, mais qui ne tombent jamais sur les projets ou les managers qui leur permettraient de le faire. Voilà. Il y a de l'injustice, mais… autre chose à garder en tête aussi, quand vous voyez les titres de gens, c'est qu'en fait, quand on vous donne un titre comme ça, quand vous avez la promotion, c'est que vous faites déjà le travail depuis un certain temps. D'accord ? Donc, quand vous avez envie de monter, il faut vous mettre déjà dans les chaussures il faut endosser le rôle que vous voulez avoir. Et en fait, la promotion, c'est la reconnaissance que vous faites vraiment ce travail-là. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai la case Senior Principal Software Engineer, je l'ai mis en plus grand parce que c'est pas deux branches. La branche Staff Engineer, elle n'est pas au-dessus de la branche ingénieur classique parce que c'est quand même des métiers assez différents. Mais l'étage Senior Principal, il est, en tout cas chez Red Hat, il est à cheval sur les deux. C'est-à-dire qu'on peut monter les échelons et devenir Senior Principal sans vraiment
s'embarquer dans un rôle de staff engineer à proprement parler. Par contre, la fonction fait bien partie, en tout cas dans la vision Red Hat, de la notion de staff engineer, parce que ça se voit dans le processus de promotion déjà. Donc là, je rentre un peu dans des détails d'implémentation, mais bon, ça vous donne un peu l'idée aussi. Toutes les promotions jusqu'à Principal, c'est votre manager seul qui les fait. Et donc souvent, c'est la bonne surprise. Donc en avril ou en octobre, quand les promotions sont annoncées, moi, quand je suis passé Principal, je n'étais pas au courant que mon manager avait entamé les démarches. Et il m'a dit, bah, tiens, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es promu. Ça se passe comme ça, complètement en back-office. Alors que quand le passage de Principal à Senior Principal, c'est censé être 50-50. Donc quand j'ai fait mon dossier, bah, je l'ai fait avec mon manager, mais j'y ai beaucoup contribué. C'est un dossier d'une 20aine de pages. Et ensuite, pour passer au-dessus, c'est entièrement l'ingénieur qui gère son dossier, avec l'aide de son manager, mais c'est piloté à des étages beaucoup plus hauts, c'est-à-dire qu'il faut l'accord de son VP avant même de commencer les dossiers. Et là, on parle plutôt de dossiers de 40 à 50 pages. La répartition, ça peut être intéressant de regarder aussi, parce que moi, je vous parle de carrière de staff engineer, mais en fait, c'est réservé quand même à une minorité. Donc, vous voyez à Red Hat, donc là, j'ai rajouté 2 étages encore en dessous. On a les débutants qui sont des Associate Software Engineers, mais vu la taille, vous pouvez imaginer qu'en fait, on n'est pas censé rester là très longtemps. Donc, on passe assez rapidement Software Engineer, et là, pareil, on est censé passer assez vite à Senior Software Engineer. Alors, à Red Hat, quand même, la pyramide est un peu faussée parce qu'on recrute principalement au niveau Senior Software Engineer déjà. Normalement, on prend des gens avec 5 ans d'expérience et plus. Mais voilà, vous voyez, la plupart des ingénieurs sont senior. Et si on rajoute les 2 senior et principal, on a l'immense majorité de tous les ingénieurs. Et ensuite, il y a un gros filtre à l'étage Senior Principal et encore plus Distinguished et Senior Distinguished. Donc, pour vous donner une idée, en France, on est à plus d'une centaine d'ingénieurs, je crois, maintenant. Hein. Ouais. Et il y a un Senior Distinguished Engineer qui veut deviner qui c'est. Ouais, voilà, c'est ça, Emmanuel Bernard. Et on a 2 Distinguished Engineers. Vous en avez peut-être entendu parler, Guillaume Naudet et Clément Escoffier. Voilà, et c'est tout. Donc, il n'y a pas grand monde. Mais comme je le disais, il n'y a pas du tout d'obligation. Et donc, on peut rester ingénieur, pas staff, et sans se le faire reprocher par son management et sans non plus être poussé vers une carrière de management ou consultant ou commercial, etc. Et donc, ça veut dire qu'il y a 3 grands types de carrières pour les ingénieurs. D'abord, l'expert, parce que même si vous restez Senior Software Engineer ou Principal jusqu'à votre retraite, à force de travailler, vous allez devenir un expert. Et j'ai trouvé ce diagramme assez intéressant parce que, c'est sur PostgreSQL, mais ça donne un peu une idée de ce qu'on a. Donc, on descend, en fait, l'utilisateur tout en haut, il fait un usage assez basique de sa base de données. Alors, on connaît peut-être des gens chez Enedis, des DBA, qui seraient bien contents si tous les ingénieurs débutants avaient le niveau du premier étage, là. Hein. Mais et ensuite, progressivement, on descend. Et si vous regardez, à chaque étage, sans doute, si vous avez utilisé un peu de base de données, vous allez retrouver 1 ou 2 trucs, même en bas, qui vous parlent, mais plein d'autres trucs qui ne veulent rien dire du tout. Il y a aussi d'autres choses qui sont plutôt du folklore ou de la culture d'écosystème que des connaissances vraiment techniques. Hein. Par exemple, fSync pour PostgreSQL. Mais voilà, donc ça, c'est le parcours de l'ingénieur qui reste ingénieur. Et on voit, ce n'est pas forcément simple ingénieur. Hein. C'est vraiment ça peut être des profils très pointus. Voilà, et donc à 60 ans, vous pouvez être quelque part là-dedans, toujours en train de coder, sans grand-chose d'autre. Ensuite, le deuxième type de carrière qui va vous permettre d'aller dans
dans la branche Staff Engineer, avec un type de rôle, c'est l'expert avec de l'impact. Donc là, on rejoint les notions que j'évoquais tout à l'heure. C'est un expert qui va avoir un impact démesuré sur le chiffre d'affaires de son entreprise. Là, je pense à des gens comme Gavin King, par exemple, sur Hibernate, qui a changé la manière d'utiliser des bases de données et la manière de développer des applications sur les bases de données. Voilà, donc lui, chez nous, il est Senior Distinguished Engineer. Bella Ban aussi, qui bosse sur JGroups, que vous connaissez peut-être si vous avez fait des clusters en Java. Donc c'est la brique qui est utilisée par exemple dans Tomcat pour faire du Tomcat en cluster. Et lui aussi, il est Distinguished Engineer, mais vraiment dans une optique expertise. Et lui, son talent, on va dire, c'est d'intervenir, par exemple, dans des dossiers d'avant-vente très complexes où les gens qui montent le dossier sortent à des problématiques techniques dans les POC qui montent avec les clients, ou alors dans des problèmes de scalabilité, etc. Des choses qui vont avoir des impacts sur des contrats. Et derrière, il va pouvoir dire, voyez, grâce à mon intervention, on a signé ce contrat à 10 millions, je ne sais pas, qu'on n'aurait pas eu si je n'avais pas été là. Et c'est ça, son impact. On peut le mesurer. Et donc, derrière, vous imaginez bien que quand on a un impact comme ça, les choses suivent, que ce soit les promotions ou les augmentations. Et le dernier type de carrière, celui dont je vais parler le plus, parce que c'est celui dans lequel moi je me retrouve plutôt, c'est l'influenceur. Alors, ce n'est pas l'influenceur au sens réseaux sociaux, c'est l'influenceur parce que c'est quelqu'un qui s'attaque à des gros problèmes, mais en influençant les autres pour qu'ils travaillent aussi sur ce problème avec lui. Et donc, l'image que j'aime bien utiliser pour ça, c'est déplacer un énorme obstacle avec un levier. Vous connaissez peut-être l'adage qui dit qu'avec donnez-moi un levier suffisamment long et je peux bouger la Terre. Et donc, un staff engineer, quand il progresse, en fait, il va trouver des leviers comme ça, ou en créer des nouveaux, ou les rallonger. Et il y a pas mal d'angles d'attaque pour le faire bouger. On peut essayer de le bouger tout seul avec un levier de plus en plus long, mais on peut aussi trouver d'autres gens qui vont venir nous aider à tirer sur le levier. Et donc moi, quand on me demande ce que je fais, ce qu'est mon travail, j'aime bien dire en anglais que je suis un visionary janitor. Ça, si on traduit, ça veut dire factotum visionnaire. Alors, c'est pratique, je traduis de l'anglais en latin. Un factotum, c'est un homme ou une femme à tout faire. Et on parle aussi de colle, glue. Et il y a une présentation très intéressante faite par Tanya Riley. Vous retrouverez le lien, donc je passerai les slides. Et c'est toutes les tâches qui sont importantes dans la vie d'un projet, dans la vie d'un produit informatique, mais qui ont peut-être tendance à passer un peu à la trappe, ou que pas mal d'ingénieurs vont dire non, c'est pas mon problème, c'est indigne de moi. Donc l'accueil des nouveaux, les tests unitaires peut-être, la facilitation des échanges. Donc ça, c'est un euphémisme pour dire quand il y a des bisbilles entre ingénieurs, réussir à concilier tout le monde. Mais aussi, ça peut être trouver les bons contacts. Donc, vous imaginez, dans une grosse entreprise comme Red Hat, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et on n'est pas au courant. Et bon, il y a des gens dont c'est un peu le travail d'aller discuter avec plein de gens pour mettre en relation tous ceux qui travaillent sur les mêmes problématiques ou qui ont des approches complémentaires qui peuvent servir. L'analyse des besoins clients aussi, ça c'est un truc qu'on entend souvent quand on discute avec des ingénieurs, c'est qu'ils disent qu'ils n'aiment pas avoir affaire aux clients en direct. C'est au secours. Là, non, il faut vraiment y aller quand même. Travailler aussi sur les frameworks, les standards de code, tout ce genre de choses qui ne fait pas forcément à première vue avancer le projet, mais qui est essentiel pour permettre à une équipe de bien travailler ensemble, ou une équipe plus large. Et puis tout ce qui est revue de conception, de code. Et alors ce qui est intéressant, j'y reviendrai plus tard aussi, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est des tâches qui sont
enfin, qu'on peut faire sans risque quand on est assez senior. Mais dans la présentation Being Blue là, de Tanya Riley, elle parle surtout du fait que c'est des tâches qui sont dangereuses quand on est junior. Et c'est un peu piégeux, parce que quand vous bossez sur des trucs comme ça, derrière, c'est difficile de démontrer votre valeur ajoutée et donc votre impact. Et bon, l'intérêt d'être senior, c'est qu'on peut bosser sur des trucs comme ça et on ne nous le reproche pas. Alors, le côté visionnaire, ça va être tout ce qui est veille, mais veille à large échelle, l'échelle qui grandit avec la seniorité, le suivi de technologie dans des domaines très divers qui ne sont pas forcément en lien avec nos projets à nous, mais qui pourraient potentiellement nous affecter un jour. Les besoins métiers, ça j'en ai parlé, mais vraiment se placer dans côté client, essayer d'imaginer comment le client utilise ce qu'on propose, ce qui lui manque. Voir aussi tout ce qui se passe en termes de projet de l'entreprise. Donc ça, j'en ai parlé aussi juste avant. Ce qui se fait par ailleurs pour trouver des synergies, mais aussi éviter que un projet autre dans l'entreprise change quelque chose qui nous affecte. Donc par exemple, sur Submariner, nous on s'intègre avec OpenShift, et il arrive que OpenShift change des trucs qui font que Submariner ne marche plus. Et pour nous, il vaut mieux être au courant plutôt que plus tard, parce que si c'est au moment où il livre OpenShift au client et que tout arrête de fonctionner, on passe un peu pour des guignols. Et c'est vrai aussi pour les projets de l'industrie, de la communauté. OpenShift, c'est basé sur Kubernetes, et moi, je travaille beaucoup sur des trucs dans Kubernetes, et c'est important aussi de voir ce qui arrive là-dedans. Regarder les projets de l'industrie aussi, ça va être par exemple, il y a l'informatique l'informatique, elle est déjà présente depuis longtemps dans l'automobile, mais les usages de l'informatique dans l'automobile changent, et ça peut créer des opportunités, ça crée des opportunités, ça vaut le coup de s'y intéresser, et dans plein d'autres domaines comme ça aussi. Et ça veut dire aussi qu'on va essayer de faire donc de la veille à large échelle, mais de plus en plus loin dans le futur. Regardez ce qui arrive, pas dans 6 mois, mais dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, s'il y a encore de l'informatique dans 15 ans. Et ça veut dire derrière aussi savoir gérer des horizons variés, parce que, pour vous donner des exemples concrets, moi je suis quelques chantiers dans le noyau Linux qui vont affecter les possibilités de sécurité, qui vont ajouter des nouvelles possibilités de sécurisation des containers. C'est des choses qui sont encore à l'état de projet dans le noyau, donc ça veut dire qu'ils sont à au moins 2 mois de la concrétisation. Donc, le noyau Linux, il fonctionne sur des cycles de 2 mois, mais on va dire de façon plus réaliste, peut-être 8 mois, 1 an. Et donc moi, j'ai conscience de ça déjà, mais ça ne sert à rien que j'en parle, que j'essaie d'alerter trop de gens à Red Hat, parce que déjà, ça ne se fera peut-être pas. C'est un projet communautaire, donc même si quelqu'un a une bonne idée, derrière, ce n'est pas garanti que ça arrive jusqu'au bout. Mais en plus de ça, si ça arrive dans le noyau dans 1 an, avant que ça soit dans RHEL, il va falloir encore attendre un peu. Et ensuite, avant que ça m'affecte moi, il va falloir attendre que ça soit dans Red Hat CoreOS et que OpenShift s'en serve. Donc, il y a une bonne latence. Mais moi, il ne faut pas que j'oublie ce truc, parce qu'il faut que quand ça arrive, je sois prêt, et il faut que les gens qui vont bosser, il faut que j'arrive à m'assurer que les gens qui vont travailler sur tout ça à tous les différents étages où ça va être important soient conscients que moi, ça m'intéresse et que ça risque de m'affecter et que j'aimerais bien être au courant quand ils vont faire des trucs. Et donc ça implique de gérer pas mal de calendriers différents tout le temps dans sa tête, ou là où on prend des notes. Et il faut aussi ne pas oublier le passé, parce que c'est pareil, à Red Hat, on a le support de certains produits sur une dizaine d'années, mais c'est pareil aussi pour tout le monde, dans tous les projets d'informatique de gestion, vous avez des trucs qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, et quand il y a des changements qui arrivent, ça peut affecter aussi le passé, il faut savoir le gérer. Par exemple, on peut avoir, l'exemple classique, c'est les grosses failles de sécu qui obligent de changer des éléments clés de la plateforme. Il faut qu'on arrive à déménager tout ce qu'on a au-dessus sur la nouvelle plateforme. Et alors ça, en général,
c'est des choses pas très sexy, qui vont pas intéresser grand monde, mais où on a besoin vraiment d'ingénieurs très expérimentés, qui savent discuter avec plein de gens, qui savent remonter des vieilles CI qui ont été désactivées il y a 5 ans. Voilà, donc c'est aussi un aspect important du rôle. Alors, je disais tout à l'heure que ça se passe toujours en binôme avec le manager. Et je vais réexpliquer peut-être un peu ce que c'est le rôle du manager, parce que on peut avoir une vision, enfin, déjà, de toute façon, ça dépend de l'entreprise, mais on peut avoir une vision un peu faussée, surtout avec la vision française du chef. En fait, le manager, c'est quelqu'un qui court devant son équipe avec un gros bouclier et qui se prend toutes les flèches dans la tronche pour éviter que l'équipe les prenne. Et c'est quoi ces flèches? Bah, c'est tout ce qui est gestion de budget. Donc, payer votre salaire, mais aussi vos primes, vos augmentations, vos déplacements, vos formations, votre budget AWS, par exemple, si vous avez, enfin, budget cloud de façon générale, si vous avez des ressources cloud, votre budget matos, si vous achetez du matériel. Et tout ça, ben, on ne le voit pas forcément quand on n'est pas manager, mais c'est une grosse partie du boulot. Et il y a beaucoup de managers qui passent pas mal de temps à négocier tout ce genre de choses. La stratégie de l'entreprise aussi, c'est le rôle du manager de comprendre la stratégie de l'entreprise et de la retranscrire en termes qui ont du sens pour son équipe. C'est lui aussi qui doit gérer les plans de carrière, donc voir ce qui motive tous les gens dans son équipe, ce dont ils ont besoin pour progresser et leur trouver des projets qui collent avec tout ça. C'est souvent le manager aussi qui est le point de contact pour toutes les interactions, que ce soit avec les clients, avec les product managers, avec la direction, enfin la hiérarchie au-dessus du manager, mais aussi les autres groupes dans l'entreprise, les autres équipes avec lesquelles on bosse, les équipes de qualification, CI/CD, etc. C'est lui aussi qui assure la cohérence de l'équipe, que ce soit en termes de recrutement, par exemple, mais aussi justement dans la gestion des plans de carrière. Il faut que les gens évoluent d'une façon qui n'est pas destructrice pour l'équipe, ou alors qu'ils leur trouvent des rôles dans d'autres équipes, qu'il amène d'autres gens à venir dans l'équipe. C'est lui aussi, au final, qui doit gérer les conflits dans les équipes. Parce que même dans une équipe soudée, tôt ou tard, il y a des conflits. Et c'est lui qui doit gérer tous les écueils politiques. Les projets, par exemple, qui commencent à grandir, prendre de l'envergure, et qui risquent de marcher sur les plates-bandes d'un projet qui est le chouchou de quelqu'un de haut placé. Ça peut avoir des conséquences néfastes. Et ça, c'est le rôle du manager de les éviter. Et donc, il y a un autre rôle qui est intéressant à regarder, qui est plus, en fait, qui retranscrit plutôt mon parcours, donc comment moi je suis arrivé plutôt dans le côté staff engineer, c'est le tech lead. Donc là, c'est la personne, le deuxième chevalier qui court avec un bouclier. Donc, il court derrière le manager, enfin un peu décalé, et il va se prendre aussi des flèches, pas les mêmes. Donc, il y a le manager encore qui le protège de tout ce qu'on a vu avant, mais le tech lead, lui, il va protéger l'équipe en veillant à ses besoins techniques. Donc ça va être, par exemple, la qualification de framework, les consignes de revue de code, standards de code, etc. C'est lui qui va regarder ce qui se passe dans l'industrie, la stratégie dans les écosystèmes autour, et retranscrire ça en termes qui ont du sens pour l'équipe. C'est lui, en tout cas dans notre équipe, c'est moi qui suis les centres d'intérêt des ingénieurs dans l'équipe. Ça, c'est important pour donner des tâches aux personnes auxquelles ça va le plus parler, on va dire, mais aussi en binôme avec mon manager pour développer dans les plans de carrière des gens. Parce que si on donne aux gens que les trucs qu'ils aiment faire, ils ont tendance à pas trop se développer. Et donc, il faut repérer ce que les ingénieurs auraient envie d'apprendre et essayer de les aiguiller là-dessus. C'est le tech lead qui va prendre beaucoup des interactions. Donc, quand il n'y a qu'un manager, c'est que le manager, mais quand il y a un tech lead, c'est lui aussi qui va monter au créneau avec les clients, avec les product managers, avec CI/CD, les équipes de qualification, etc. Donc, il ne gère pas tout ce qui est interaction avec la hiérarchie encore trop,
mais les clients et compagnie, ça passe par lui ou elle. C'est le tech lead aussi qui est garant de la cohérence de l'architecture du projet sur lequel il travaille, sur lequel travaille l'équipe. Donc ça, idéalement, il n'y a pas, enfin, l'équipe arrive à trouver son architecture elle-même et à faire quelque chose qui a du sens toute seule, mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui a un œil sur tout. Même dans un petit projet, dans une petite équipe, on ne peut pas s'attendre à ce que tous les ingénieurs soient au courant de tout ce qui se passe. Et donc, il faut qu'il y ait une personne qui soit vraiment au courant de tout et qui veille à ce que l'ensemble ait du sens. Et c'est lui, enfin, qui va essuyer les écueils techniques. Donc, identifier les changements techniques qui arrivent, qui vont affecter l'équipe et préparer le terrain pour que, au moins, ça ne soit pas une surprise pour l'équipe, mais au mieux, pour que ça passe sans que l'équipe se rende compte de quoi que ce soit. Il y a bien sûr quelques attributs qui restent uniques à ces deux rôles. Le premier, c'est les vacances. Donc, en tout cas à Red Hat, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, les managers ne sont jamais vraiment en vacances. Alors que moi, quand je pars en vacances, je n'ai pas les mails pro sur mon téléphone, je ne suis plus sur Slack, etc. Donc, moi, je me débranche complètement. Un manager ne peut jamais faire ça parce qu'il aura toujours des requêtes RH, notamment, qui arrivent de façon imprévisible, ou des incidents qui remontent, qui arrivent par la direction et qui redescendent et qui lui tombent dessus. Et donc, tous nos managers, ils sont toujours disponibles pendant leurs vacances. C'est assez malheureux, mais c'est comme ça. Donc, ils regardent leurs mails. Un truc juste aussi pour nous, c'est qu'ils valident les notes de frais sans qu'on ait besoin d'attendre leur retour de congé. Et alors ça, c'est assez rigolo parce que on voit quand même la différence à Red Hat entre les managers américains et les managers, notamment les managers européens, et ça fait des blagues régulièrement. Les Américains, ils disent, quand vous envoyez un mail à un manager qui est en vacances aux US, il dit désolé, je ne peux pas regarder votre mail tout de suite, je suis en vacances, mais vous aurez une réponse d'ici quelques heures, et si c'est absolument urgent, voilà mon numéro de téléphone perso. Alors que quand vous envoyez un mail, la caricature, quand vous envoyez un mail à un manager européen, vous allez recevoir une réponse qui dit je suis parti dans la montagne, je reviens en septembre et il n'y a aucun moyen de me contacter ici là. En pratique, ce n'est pas vraiment vrai, mais bon. Un autre aspect qui est purement manager, c'est les licenciements. Ça, ce n'est pas forcément simple à gérer, je pense. Et je suis bien content que ce soit que les managers qui s'occupent de ça. Par contre, à Red Hat, l'opposé du licenciement, les embauches, c'est géré par l'ensemble de l'équipe. Et ça peut faire des trucs assez rigolos. Moi, j'ai participé aux entretiens d'embauche de 2 de mes managers dans mon parcours à Red Hat, ce qui est assez amusant. Enfin, ça demande un petit ajustement quand même. On est formé pour avant que ça se passe. Mais on a aussi, il y a une différence d'existence. Donc, on parle, pour les ingénieurs, on parle de individual contributors, contributeurs individuels. Et ça, c'est parce qu'un ingénieur, il a vraiment une existence individuelle. Il a une réputation à se faire en tant qu'individu, alors que le manager, lui, sa réputation, elle repose sur son équipe. Il est le manager de telle équipe, et c'est pour ça qu'il va être connu. C'est pour ça aussi qu'il va essuyer les plâtres. Si ça se passe mal, un manager qui a une équipe de bras cassés, il ne pourra pas forcément y faire grand-chose, mais ça va lui retomber dessus. Et c'est là qu'on parle de responsabilité. Donc, c'est le manager, au final, qui reste responsable, même si c'est les ingénieurs seniors qui font les plus grosses boulettes. Ça ne veut pas dire quand même que on ne demande pas aux ingénieurs seniors qui font justement des boulettes on leur demande bien de les réparer. Mais au final, c'est quand même la tête du manager. Et il y a une différence d'autorité. L'autorité du manager, elle vient de son titre. Il est imposé à son équipe, enfin, ou pas quand c'est l'équipe qui le recrute, mais son autorité, elle vient de sa fonction. Alors que l'autorité, on va peut-être parler plutôt d'influence de l'ingénieur, c'est à lui de l'acquérir avec ses petits bras. Alors, je vais vous montrer, parler un peu de l'évolution aussi pour mettre ça en image. Donc là, vous avez une équipe où tout le monde est content, avec un manager au-dessus. Et le nuage, c'est censé représenter les interactions avec le monde. Et donc, tout passe par le manager. Ça ne veut pas dire que les ingénieurs ne sont jamais exposés à qui que ce soit en dehors de l'équipe, mais le point de contact premier, c'est le manager.
Et c'est le manager qui va dire, bah, je vous mets en relation avec un tel qui saura traiter votre problème. Et bah, il arrive qu'il y a des ingénieurs qui ont envie ou qui ont la capacité, le talent de faire un peu plus. Ils ont régulièrement des interactions avec les clients parce que ça se passe tellement bien quand les managers leur refilent les clients que les clients les demandent nommément. Ils ont aussi un intérêt plus global pour ce qui se passe, le rôle de l'équipe dans l'entreprise, etc. Et donc, ils commencent un peu à monter comme ça, à avoir des liens plus avec le N+2 et aussi être le point de contact avec le monde extérieur, en plus du manager. Et au final, c'est là qu'on arrive vraiment dans le rôle de staff engineer. C'est un ingénieur qui est à côté de son manager et plus en dessous. Et même, en fait, là, la flèche pleine, elle a disparu. Il reporte au N+2, même s'il travaille encore beaucoup avec son ancien manager. Et il est mais c'est un lien comme les liens qu'il a avec les autres dans l'entreprise et dans le monde. Et il est sorti de l'équipe. Et donc, il a des rôles au-delà des projets. Et en fait, on change de façon de se définir comme ingénieur. On n'est plus ingénieur sur tel projet ou ingénieur dans telle équipe. On est ingénieur sur tel centre d'intérêt, enfin, singulier ou pluriel. Et on va devenir référent sur ces sujets et faire des interventions ciblées. Donc, il y aura sans doute une équipe, l'équipe d'où on vient, on est juste humain, il reste des affinités, mais on devient une ressource beaucoup plus globale pour l'entreprise. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça a comme répercussion sur mon quotidien? Alors, je voulais vous montrer ça quand même, pas pour dire que c'est un exemple, un objectif à chercher, hein. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas être ingénieur senior si on n'a pas un profil GitHub qui ressemble à ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mais mon profil GitHub ressemble à ça parce que je travaille sur des projets qui sont hébergés sur GitHub. Donc, je fais encore beaucoup de choses que GitHub considère comme des contributions. L'autre truc que je trouve intéressant sur ce diagramme, c'est que mes week-ends sont globalement en gris. Les dimanches, quand vous voyez des points, c'est en fait parce que maintenant GitHub considère qu'un rebase qui est fait tel jour compte comme une contribution de votre part tel jour, alors qu'en fait, moi, mes points verts, c'est quand mes collègues en Israël qui travaillent le dimanche rebase mes pull requests. Et le samedi, en général, c'est des trucs perso, mais il n'y en a pas des masses. Je disais ce que GitHub considère comme des contributions, parce que maintenant, avant, c'était que les commits qui apparaissaient sur ce diagramme. Maintenant, c'est un peu tout. Mais vous voyez quand même, j'ai encore 15% de commits, 16% de pull request. Et je tourne à peu près 2 commits par jour en moyenne. Je fais encore des modifs dans le code ou dans les docs, parce que nos docs sont dans Git aussi. Mais par contre, c'est dans mes objectifs, ce qui est rassurant quand même quelque part, de ne pas prendre de gros chantiers fonctionnels. Parce qu'en fait, on dit avec mon manager, je n'ai plus, vu que je dois intervenir, faire plein d'interventions ciblées, dont je parlerai après, j'ai plus tellement le temps, je n'ai plus de grandes plages horaires où je peux me concentrer sur une tâche qui va me prendre longtemps. Et donc, quand on fait en début de sprint le planning et qu'on affecte les tâches, je ne suis jamais sur des gros chantiers fonctionnels. Par contre, je fais beaucoup de la colle de tout à l'heure, donc je fais beaucoup de CI/CD. On a une CI/CD assez complexe. Il y a le côté projet upstream, où on a toutes les GitHub Actions sur GitHub. Donc rien que ça, si vous bossez beaucoup sur GitHub, vous savez que ça bouge, il faut suivre un peu quand même ce qui se passe. Donc on a des trucs qui se cassent. On a aussi des tests qui ne sont pas top, et où on se rend compte 6 mois après les avoir mis en place qu'en fait, ils ne testent pas ce qu'on pense qu'ils testent. En général, ça c'est parce qu'il y a un client qui nous remonte un bug que le test était censé choper. Et donc là, il faut creuser pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est moi. Beaucoup de revues. Vous voyez, 67% de code review. Alors, il y en a pas mal quand même. C'est de la fausse revue de code, hein. C'est les trucs de depend about pour les augmentations les upgrades de version. Mais bon, je fais beaucoup de revues de code, de revues d'architecture aussi, pas seulement dans mon projet. Et enfin, en termes de codage, je suis la roue de secours. Parce que, en théorie, je suis un développeur expert, donc je suis censé coder assez vite.
et coder assez bien. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon. Et en fait, quand on arrive vers la fin du sprint ou qu'il y a un ingénieur qui tombe malade, par exemple, et qu'on se rend compte qu'il y a un truc qu'on ne va pas finir, eh ben, je m'y colle. Ou alors aussi quand il y a une tâche où on n'avait pas assez creusé, il s'avère que c'est plus compliqué que prévu, ben, c'est moi qui débarque. Ce qui change peut-être par rapport à à beaucoup de profils GitHub, c'est que moi j'interviens un peu partout. Et donc ça, c'est en partie lié à Red Hat, mais c'est en partie lié aussi au rôle. C'est-à-dire que mon terrain de jeu, ce n'est pas juste mon projet, ce n'est pas juste non plus les projets Red Hat, c'est l'ensemble de l'écosystème dans lequel j'opère. Donc il y a alors, les trois en haut, on peut s'y attendre. Hein. Submariner, c'est mon projet principal. Kubernetes, je bosse beaucoup là-dedans parce qu'on s'appuie dessus. Stolostron, c'est ACM, c'est le produit dans lequel est intégré Submariner. Si vous voulez payer des sous pour mon projet, c'est là. OpenShift, bien sûr. Operator Framework, c'est le framework qu'on utilise pour les opérateurs dans Kubernetes. OVN, c'est la couche réseau. etcd, c'est la base de données qui est au cœur de Kubernetes. Les SIG. GitHub aussi. Alors, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que quand vous avez un faux positif sur un scan de sécurité sur GitHub, vous pouvez soumettre des correctifs. Et c'est mieux de faire ça que de rajouter une conf dans votre CI/CD pour dire ne pas tenir compte de ça. Donc voilà, ça c'est mes contributions à GitHub, Apache, Google, etc. Bon, j'ai quand même beaucoup de réunions par rapport à un ingénieur ingénieur classique. Donc vu que je travaille en binôme avec mon manager, j'ai des échanges assez réguliers avec mon manager, au moins 2 fois par semaine. Des réunions d'équipe aussi, où tous les ingénieurs viennent de toute façon. Donc ça ne change pas grand-chose, mais on en a 2 par semaine. Des points ad hoc avec mon équipe. Donc ça peut être sur des chantiers particuliers, un groupe d'ingénieurs qui bossent sur quelque chose d'un peu touchy. Et ils veulent en discuter avec moi. Donc on peut faire sur quelque chose de vraiment... alors en général, ce n'est pas sur les trucs qui sont techniquement compliqués, mais sur les trucs qui sont politiquement compliqués, où il y a des interactions complexes avec d'autres équipes. Donc là, on fait des points de suivi régulièrement, mais aussi des points comme ça, quelqu'un dans mon équipe qui me dit est-ce que tu es dispo? J'ai besoin d'un coup de main. Les réunions de groupe, donc ça, c'est des réunions plus larges que mon équipe, où on discute d'architecture plus large que juste notre projet. Des groupes de travail multi-équipes, donc là, c'est transverse à tout Red Hat, plutôt des chantiers réseau pour moi. Les réunions de communauté aussi, donc tout ce qui est dans Kubernetes, par exemple, les SIG dans lesquels j'interviens, et des réunions avec des clients. Et là aussi, ça peut être très varié. La première fois que j'ai eu une réunion client, après avoir été promu Senior Principal, on ne m'a pas dit exactement ce que ça allait être comme réunion. Et je débarque dans la réunion et c'était plein de SVP d'une grosse multinationale. Ça fait un peu bizarre. Mais on a aussi donc ça, on a ce genre de réunions et on a aussi des réunions plutôt avec les équipes DevOps chez les clients qui essaient de faire marcher notre bazar, qui galèrent un peu. Voilà, donc là c'est moi qui interviens avec les personnes qui vont bien dans l'équipe. Un autre gros pan de mon boulot au quotidien, c'est tout le mentorat, de façon assez large, sur le moyen ou sur le long terme. Donc, à Red Hat, on a plusieurs projets de mentorat. Un qui est sur des cycles de 6 mois. Donc, moi, je suis mentor là-dedans. Donc, tous les 6 mois, je change de mentee. Mais j'ai aussi quelques personnes que je suis sur le plus long terme. Là, on parle en année. Et ça va être sur des sujets assez variés, donc, dans et hors équipe, sur différents rôles. Donc je mentor des ingénieurs, mais je mentor aussi des managers. Ça, c'est super intéressant, juste en termes de... moi, j'en apprends autant que le manager que je suis, mais ça me permet d'avoir une meilleure appréciation pour le boulot de manager, au moins, et puis de travailler mieux aussi en binôme avec mon manager à moi, de différentes seniorités. Aussi, donc en général, les ingénieurs avec lesquels je bosse, c'est des ingénieurs plus juniors que moi. Mais côté manager, j'ai travaillé avec
un manager très senior qui cherchait du mentorat, en particulier parce que il avait été promu dans le cadre d'une fusion d'équipe et il se retrouvait à devoir gérer un Distinguished Engineer. Et donc, moi, j'étais la personne dans le programme de mentoring qui collait le mieux pour l'aider avec ça. Et ça, c'était super intéressant aussi. Et avec différents objectifs, ça peut être, j'en ai eu un par exemple qui n'arrivait plus à se motiver pour bosser. Donc des exercices plutôt de coaching, là plutôt que du mentorat, pour le débloquer. Il y en a souvent, c'est juste des nouveaux arrivants à Red Hat qui veulent découvrir l'entreprise sur le plus long terme. Et souvent, c'est dans le cadre d'une préparation de promotion. Donc là, on planche sur le développement personnel en fait, pour mieux coller avec les exigences du poste qu'ils visent. J'ai parlé de boucle d'impact tout à l'heure, donc moi j'en ai une aussi, et c'est la même, ça tombe bien, que celle dont parlaient Hugo et Dimitri dans la présentation. Donc j'identifie des problèmes, j'essaie de trouver des solutions ou de trouver des gens qui peuvent trouver des solutions. J'étudie leur faisabilité et j'accompagne leur mise en place, je sécurise, je fiabilise, etc. Et quand on est ingénieur, quand on part sur ce genre d'optique, en fait, c'est les deux points au début sont les plus importants et c'est là qu'on va construire notre marque de fabrique. Parce qu'à force de regarder des problèmes et de chercher des solutions sur un type de problème particulier, on va arriver de mieux en mieux à identifier des problèmes de même type, à les cerner. On va aussi trouver des solutions qui ont une portée de plus en plus large, qui permettent de régler ces problèmes à des échelles de plus en plus grandes. Et c'est là qu'on va trouver ces centres d'intérêt dont je parlais tout à l'heure pour sortir de la vision juste projet. Et il y a un autre élément clé là-dedans, et là aussi c'est dans mes objectifs, donc que je revois avec mon manager. Moi, mon but, c'est de me rendre inutile tout le temps. Donc, alors c'est assez rigolo parfois parce que même dans mon équipe, ça crée de la surprise. Donc là, en ce moment, on est en pleine phase tous les 3 mois, on fait le point sur ces objectifs. Et là, on est en train de faire le point sur les objectifs en lien avec les plans de carrière. Et donc, il y a un cycle de feedback. Donc, on demande aux autres ce qu'ils estiment être notre principal point fort et notre principal point sur lequel on doit bosser. Et donc, moi, je suis le garant de l'architecture dans mon projet, mais mon point de vue, c'est que le mieux, c'est quand mes coéquipiers arrivent à trouver une architecture qui tient la route tout seul. Mais j'ai des équipiers qui disent qu'il faut que je travaille sur être plus visible dans les discussions d'architecture et imposer plus mon avis. Voilà, ce qui est le contraire de ce que je cherche, mais bon. Voilà. Mais en fait, c'est toujours dans l'idée que tout ce que moi je mets en place, mon équipe ou d'autres équipes doivent être capables de le faire elles aussi. Si je mets en place quelque chose qui a besoin de moi pour fonctionner, j'ai raté mon job. Mon but, ce n'est pas de me rendre indispensable, c'est de m'assurer que d'autres puissent faire ce que je fais. Et comme ça, en fait, moi, ça me permet de recommencer la boucle et de partir sur autre chose. Et aussi, ça me permet de scaler. Et c'est cet aspect, se rendre inutile, qui n'est vraiment possible que quand on devient senior, parce que ça veut dire aussi se rendre vulnérable. Et imaginez, là, vous avez peut-être entendu, au début de l'année, Red Hat a annoncé qu'ils allaient licencier. Quand on est dans une entreprise qui est dans cette optique-là, la dernière des choses qu'on souhaite, c'est d'être inutile. Mais une fois qu'on a assez de bouteilles et que c'est reconnu qu'on a les titres qui vont avec, en fait, on devient un peu invulnérable. Alors, jusqu'à un certain point. Hein. Mais c'est ça, un des super pouvoirs des ingénieurs seniors. Et c'est ça aussi le rôle du titre. Quand par exemple, alors, Emmanuel Bernard, c'est peut-être un peu une exception parce qu'il est très connu lui-même, mais il est connu dans nos bulles. Et quand vous débarquez en réunion avec des SVP d'une multinationale, eux, ils ne connaissent pas les cadors de Java ou les cadors de je ne sais pas quoi. Et le fait d'avoir la reconnaissance du titre, ça dit aux autres que vous avez été reconnu par vos pairs comme étant capable d'assumer tel ou tel rôle. Et ce genre d'invulnérabilité, de reconnaissance, ça vous permet de gérer les tâches ingrates sans qu'on vous le reproche derrière.
Ça vous permet aussi de poser des questions tout le temps. Et ça, Emmanuel Bernard dit que c'est son super pouvoir. Il va être dans une réunion et il va poser des questions. Même parfois des questions à laquelle il connaît la réponse, mais pas pour lui donner la réponse derrière, pour s'assurer que les gens y réfléchissent. Et aussi parfois pour permettre à quelqu'un d'autre de briller en donnant la réponse. Parce que lui, il n'a plus besoin de briller, mais il peut aider d'autres gens à se démarquer, à progresser, à gagner en confiance aussi. Et si vous êtes dans une réunion à poser des questions qui peuvent paraître un peu débiles, avec des SVP, ils vont vous prendre pour un idiot, mais après la réunion, ils vont aller regarder qui vous êtes, et ils voient, non, lui, il est Distinguished Engineer, ok, en fait, c'est pas un idiot, il devait poser ces questions-là pour une autre raison. Un autre point qui est très, très intéressant, très important aussi, c'est que quand on acquiert de la seniorité, on peut attirer l'attention plus facilement. On peut faire du bruit, débarquer dans des réunions, interpeller la direction, enfin des gens assez hauts dans la hiérarchie, sans que ça fasse des histoires. On peut aussi proposer des solutions un peu partout, sans non plus passer pour un donneur de leçons. Parce que ça arrive régulièrement. Une fois que vous connaissez telle famille de problèmes, vous connaissez les solutions, vous allez les voir un peu partout. Et si vous débarquez dans toutes les équipes tout le temps en disant vous faites mal votre taf, c'est comme ça qu'il faut faire, ça passe pas très bien. Un autre point, c'est réparer ses erreurs. Toujours, les erreurs, en fait, ça c'est dans ça devrait être les super pouvoirs de tout le monde, mais c'est un truc qu'on demande particulièrement aux ingénieurs très seniors. Et le dernier super pouvoir, c'est de pouvoir passer à autre chose. Et c'est avec ça que je conclus. Ça paraît sympa comme fin. Donc, merci pour votre attention. Et il y a du temps pour les questions. Quel lien tu as avec, sur la branche IC avec les grades en dessous de cette ladder? Avec toi, quelles interactions tu as avec les... J'ai oublié le vocabulaire chez vous, là. Avec les seniors, Ouais. la case en bas à gauche, là, ou même un peu plus haut, un distinguished, quel lien il a avec un senior principal, etc. Ouais. Parce que s'ils sont un petit peu satellites, pas au jour le jour dans une équipe ou un périmètre, comment ça se passe? Ouais, alors, moi, je suis encore un peu en transition. Donc, je suis encore dans une équipe pour quelques jours, normalement. Mais ouais, alors, moi, je suis dans une équipe assez inhabituelle à Red Hat. On est 10 ingénieurs, 4 seniors, 3 principals et 3 senior principals. C'est assez inhabituel. Normalement, on s'attendrait à avoir maximum 1 senior principal dans une équipe. Mais c'est historique et ça reflète aussi les différents rôles qu'on peut avoir dans cette fonction-là. Et donc, moi, j'ai des liens réguliers avec les principals et les seniors dans mon équipe. J'ai des liens aussi avec... en fait, il n'y a pas vraiment de... on ne cloisonne pas horizontalement, que ce soit à Red Hat ou même dans les communautés. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire aussi quand je parlais de l'importance du titre. Dans les communautés, en pratique, il y a une présomption de compétence. Et donc, en fait, les titres, on s'en fiche pas mal. Si vous prenez le temps de débarquer dans une réunion d'un SIG Kubernetes, par exemple, on va se dire, lui, il prend le temps, ou elle, il a sans doute des trucs intéressants à dire. Mais ouais, donc pour en revenir à ta question, donc moi, j'ai beaucoup d'interactions avec les ingénieurs dans mon équipe, avec des ingénieurs dans d'autres équipes un peu moins en dessous. Ça va être plutôt par connaissance dans mon réseau social, en fait. Mais après, par contre, au-dessus, j'ai dans les groupes de travail auxquels je participe, on a des Distinguished Engineers et même un Senior Distinguished. Donc, eux, ils sont en lien
assez régulièrement avec les senior principals. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on découvre en fait quand on passe de principal à senior principal quand on est à Red Hat, c'est qu'on a accès soudainement à des morceaux du calendrier qu'on ne voyait pas avant, des réunions en fait qui sont réservées aux senior principal et au-dessus. Donc moi, je participe à ça. Et en fait, je parlais aussi tout à l'heure de l'influence et des leviers qu'on peut avoir. À Red Hat, il y a beaucoup de choses quand on veut changer l'orientation ou décider d'une orientation transverse. En tant qu'ingénieur, même distinguished engineer, on n'a pas l'autorité pour imposer des décisions comme ça. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait remonter des choses par la hiérarchie, donc typiquement jusqu'à notre CTO, Chris Wright, et lui, il fait redescendre en demandant à un groupe de travail, ça s'appelle des boards de revue d'architecture, et là, on va trouver les distinguished engineers et les senior principals qui sont pertinents sur le sujet, et on va discuter ensemble. Et donc là, moi, je vois pas mal d'autres senior principals, d'autres distinguished dans ce genre de cadre-là, et on rend nos conclusions. Ça remonte par la hiérarchie et ça redescend par les managers, et c'est comme ça que ça arrive dans les équipes. Et après, quand il y a des trucs parfois un peu compliqués, là, on va avoir des contacts, mais en général, ça repasse par le manager qui reste l'interface pour une équipe avec l'extérieur de l'équipe. J'ai d'autres questions. Passer le micro. Ça marche là? Pourquoi on... Parce que c'est enregistré. Ah, Mais si tu veux, je peux ok, répéter. ça marche. Est-ce qu'on peut faire une carrière longue en développeur en restant dans une ESN ou est-ce qu'il faut aller dans une entreprise, faire carrière dans une entreprise qui a ses propres produits? Ouais, alors la question, si le micro n'a pas capté, c'est est-ce qu'on peut faire carrière d'ingénieur dans une ESN ou Ouais, est-ce qu'on c'est est ça. obligé d'aller chez un éditeur? Moi, je suis allé d'une ESN via Enedis chez un éditeur, donc en vrai, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'en fait, alors déjà, disons, si on attaque par le haut du panier, vous n'allez pas avoir d'entreprises qui vont trouver pertinent de demander à une ESN de lui fournir des profils type très senior là. Déjà, de toute façon, ils ne pourraient pas se les payer. Ou alors ils ne pourraient pas justifier de dépenser tout ça. Et c'est des profils, donc soit c'est des profils hyper spécialisés qui de toute façon n'auront de sens qu'en intervention sur des points très précis, donc comme Belaban sur JGroups. Soit c'est des gens qui sont tellement transverses qui vont être trop larges pour une entreprise classique ou une mission classique. En fait, ça serait peut-être à rapprocher plutôt. Si on voulait faire ce genre de poste, mais là on pourrait plus tellement, je pense qu'on peut plus coder, c'est en partant sur des rôles de consultant en conduite de changement, ce genre de profil-là. C'est là-dedans qu'on va arriver dans des ESN, enfin plutôt des sociétés de conseil. Et c'est sur le genre de poste où on facture 3 000 € par jour hors taxe, mais ça existe, mais ce n'est pas du tout le même rôle. Après, est-ce qu'on peut faire carrière jusqu'à la retraite dans une ESN en restant développeur, donc sans viser le haut du panier là? Je ne sais pas du tout, il faudrait demander à des responsables de ESN. En tout cas, dans l'ESN où j'étais, ce n'était pas envisageable. Mais ouais, d'accord. Donc Michael dit ça se voit de plus en plus, mais ce n'est pas la majorité. Merci pour la présentation. Tu as dit que tu allais changer, enfin peut-être même être sur plusieurs équipes dans les prochains jours. A priori, là, tu étais sur Submariner. Est-ce que tu sais quel pan de ton quotidien que tu nous as décrit, que tu vas devoir abandonner en fait? Est-ce que tu... je vais à New York pour en discuter la semaine prochaine. Ouais, ça je sais pas du tout. Quand Toi, on regarde... tu parlais, par exemple, tu vas intervenir sur sur quelques commits, enfin voilà, si vraiment tu as un ingé qui manque ou si vous êtes en rush en fin de sprint, c'est peut-être quelque chose que tu vas devoir abandonner pour... Ouais, potentiellement. Quand on regarde ce que font les distinguished, il y en a... Alors, les distinguished qui sont...
les experts avec de l'impact, eux, ils continuent à coder sur leur projet ou à gérer leur projet. Par contre, ouais, les experts plus transverses, ils vont être plutôt sur des POC. Donc, ils continuent à coder comme ça, mais moins sur des projets. Après, il y a quand même, faut pas oublier non plus le rôle communautaire. Donc, on a beaucoup d'ingénieurs très seniors qui restent très impliqués dans les communautés open source. Donc, ça se trouve, je continuerai à comité dans Kubernetes, par exemple. Donc, ouais, je suppose que la question sous-jacente, c'est quand tu montes, est-ce que tu peux continuer à coder? Ouais, il y a forcément des moments où tu dois lâcher certaines de tes activités. Ouais, mais justement, c'est un des objectifs aussi, enfin, je pense globalement, en tout cas à Red Hat, pour les ingénieurs seniors, c'est d'éviter de se retrouver avec des architectes en tour d'ivoire qui ne savent plus coder. Et donc, on garde dans les objectifs d'avoir une implication, enfin, de rester proche du code, au moins de la revue de code ou de la... Bien. Voilà. Les distinguished ou les seniors Ouais. principaux comme toi qui ont a priori un impact large sur la boutique, est-ce que cet impact, enfin il y a peut-être, bon, je pense les deux réponses, mais il est lié au truc sur lequel il travaille, j'en sais rien, c'est un as de la CI/CD et il sait comment emmener les gens là-dessus, etc. Et tout le monde utilise la CI dans la boîte, donc bah forcément, quand il y a un truc qui est fait, l'impact il est large. Ou est-ce que l'impact est plus large et profond de par la taille des équipes ou du nombre d'équipes et de sous-équipes qui sont attachées à un programme, à un mouvement de Red Hat Ouais. Alors, il y a un peu des deux. Ça, c'est un point que je n'ai pas évoqué. Où je disais, enfin, je vous ai montré que quand on sort de l'équipe, on est rattaché au niveau au-dessus. Et en fait, les ingénieurs seniors transverses, ils sont rattachés plus haut dans la hiérarchie en général. Donc, par exemple, Emmanuel Bernard, lui, il est rattaché vraiment tout en haut. Donc, ça veut dire que déjà, du point de vue de la hiérarchie, ils ont un impact. Enfin, eux, ils travaillent en binôme avec quelqu'un qui est très haut, et donc ils ont un impact sur une grosse pyramide. Mais en général, s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils ont eu aussi un impact juste par un projet où ils étaient. Enfin, pour Emmanuel Bernard, ça va être Hibernate Search, Quarkus, etc. Enfin, Clément, c'est OSGI et Quarkus aussi. Donc, il y a de l'historique, gros impact lié à un projet. C'est pour ça aussi que je dis qu'il y a de la chance là-dedans, parce qu'il faut avoir pu travailler sur un projet qui a eu de l'impact. Et parce qu'on a beau être bon, on ne peut pas... Enfin, tous les projets ne sont pas voués à avoir un gros impact, même si on bosse bien dedans. Et donc, il faut avoir la capacité à faire, mais il faut aussi avoir le contexte dans lequel réussir. Voilà, donc c'est des ingénieurs qui ont eu un gros impact comme ça sur un projet et après, on leur donne l'opportunité d'avoir des gros impacts par la pyramide. Alors après, il y a quand même... Enfin, Michael, j'ai vu que tu as levé le doigt, mais Michael parlait tout à l'heure, avant la présentation, de CI/CD, puisque c'est ce sur quoi il bosse. Et à Red Hat, ça, c'est un sujet assez épineux. Il y a des sujets comme ça qui sont bien identifiés de la part de la hiérarchie. Alors, un point particulier de Red Hat aussi, c'est que la hiérarchie, donc la plupart des managers sont des ingénieurs, enfin, étaient des ingénieurs, et donc ils comprennent bien beaucoup des problématiques qu'on a dans les équipes projet. Et donc, il y a des chantiers comme ça, où si quelqu'un arrivait à sortir la tête au-dessus du mur sans se faire dégommer et apporter une solution qui marcherait pour toute la boîte, alors on lui déroulerait le tapis aussi. Le CI/CD, c'est un sujet comme ça. Moi, je penche sur le réseau, c'est un autre sujet un peu dans le même style. Voilà, donc il y a des opportunités d'avoir de l'impact avant sur des trucs plus larges, mais politiquement, c'est beaucoup, beaucoup plus risqué.
Ouais, c'est juste une précision sur la partie impact. C'est pas juste un gros projet, il faut que ça ait un impact sur le business de la boîte aussi. Oui. C'est aussi, Ouais. voilà, vous pouvez être sur un projet très populaire, c'est pas pour autant que c'est un impact sur le business de la boîte, donc il faut aussi garder ça en tête. Voilà, c'est Ouais. tout. C'est tout. Ouais. Oui, on peut avoir un gros impact sur CentOS, par exemple, mais ça ne va pas forcément générer beaucoup de chiffre d'affaires derrière. Mais on a quand même des gens qui ont été promus sur ce genre de base-là. Hein. Donc, c'est pas. Et alors, on peut imaginer, enfin, quand vous imaginez le graphe des salaires, donc vous avez votre graphique, et ça, c'est notamment quand on a un arrière-plan ESN, on se dit, notre salaire, il peut progresser que si notre TJM, il est au-dessus. Toujours. Hein. Moi, quand je suis arrivé à Red Hat, donc j'étais embauché à un salaire quand même déjà sympa, et pendant 3 ans, j'ai bossé sur un projet qu'on n'a jamais vendu. Et j'ai quand même été promu, on m'a quand même filé des actions, etc. Et même le projet sur lequel je bosse en ce moment, on a quelques gros contrats, mais je ne suis pas sûr qu'il ait payé ce que ça a coûté à développer. Donc, il y a les histoires d'impact, mais c'est pas... Enfin, l'impact en dollars, mais c'est pas forcément bloquant. Merci. À un moment dans la présentation, j'ai vu qu'il y avait un passage sur la veille technologique et la veille dans le futur, presque de la prospection. Ouais. Est-ce que dans 10 ou 15 ans, les développeurs seniors, très seniors, devront être assistés de l'IA ou est-ce que c'est du gadget? Ouais. Alors déjà, prévoir ce que sera l'IA dans 10-15 ans, faut s'accrocher. Probablement. Hein. Enfin, l'IA, alors, je suppose que tu parles plutôt de LLM, ce genre de choses-là, ou non? Simplement en tant qu'assistant pour produire différemment, plus efficacement. Ouais. Bah, de toute façon, si ça devient vraiment pertinent pour la productivité des ingénieurs, tous les ingénieurs devront s'y coller, sinon ils seront plus pertinents. Enfin, Oui, ça paraît logique. Mais... ouais. Par contre, on pourrait dire peut-être que le rôle d'un... Alors justement, par rapport à la veille très dans le futur, le rôle d'un ingénieur senior, ce serait déjà de se faire sa propre idée sur le sujet maintenant, et peut-être aussi, enfin la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le créer, d'essayer d'avoir une influence sur ce qui va se passer.